Bonjour à tous, désolé. On va entamer ce dernier cahier de vacances de l'été et du coup de l'année. Merci d'être là. Aujourd'hui, on a Élise et Nicolas qui sont avec nous, qui vont nous parler de comment bien s'entourer quand on crée son entreprise, mais aussi quand on se développe. Je vais les laisser se présenter, entamer l'atelier. Et n'hésitez pas à leur poser les questions à la fin ou au milieu de l'intervention. Je les laisse décider de ça. Vas-y, Élise, je te laisse commencer. Alors bonjour tous, enchantée. Donc Élise Houlbert, je suis avocate au sein du département droit des sociétés du cabinet FIDAL à La Rochelle. Donc, je vais reprendre la main. Bonjour, Nicolas Machuret. Donc, moi, je suis cofondateur de Adaptive Prévention, qui est une société basée à Niort et qui permet la diffusion et le déploiement des messages santé-sécurité en entreprise. Voilà, pour faire ça. Rita, je me permets, hein, du coup, nous, on a donc avec déjà, bonjour à tous. Et avec Élise, on avait prévu en fait d'avoir un dialogue. On n'a pas de présentation particulière parce qu'on voulait vivant cet atelier et échanger beaucoup avec vous. Donc, en fait, on a un petit chemin de fer pour expliquer de la genèse à l'investissement en passant par avec qui on doit s'entourer pour aller sur ces différentes étapes. Et en fait, on va alterner avec Élise selon nos points de vue. Moi, je vais raconter un peu plus l'historique de ma société. Et puis, Élise interviendra sur des points un peu plus précis, on va dire techniques, juridiques, évidemment. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de poser des questions pendant, allez-y. Si c'est après, pourquoi pas. Enfin, n'hésitez pas à nous soit intervenir oralement ou lever la main. On essaiera d'être attentif à tout ça. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si il y a des points qui ne sont pas clairs au cours de l'intervention. On est à votre disposition, bien entendu. Je te laisse commencer, Nicolas. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous le disais, donc, j'ai cofondé Adaptive Prévention en octobre 2019. Alors, avant de vous parler d'octobre 2019, en fait, nous, ce qui nous a semblé important avec Elise de vous parler, c'est qu'avant de cofonder, comme je vous dis cofonder, donc je l'ai fondé avec quelqu'un qui, aujourd'hui, mon associé et partenaire s'appelle Lionel Angibaud, en fait, on a eu une pré-association, si je puis dire. Vulgairement, on s'est tourné autour pendant près d'un an en échangeant au travers de réunions téléphoniques, de rencontres sur des salons, des congrès, en tout cas sur des éléments qu'on partageait de façon commune d'un point de vue professionnel qui nous ont rapprochés. Parce que on travaillait dans le même secteur d'activité qui était la formation au sein des entreprises et sur un sujet qui est la prévention du risque, donc tout ce qui est santé-sécurité. Nous sommes tous les deux, Lionel et moi, issus d'un secteur professionnel de base qui est la santé. On est des professionnels de santé, nous sommes tous les deux kinésithérapeutes, mais on s'est tous les deux orientés vers la prévention et la prévention dans le domaine de l'entreprise. On avait une philosophie commune. Ce qui nous a rapprochés, en fait, c'était comment permettre qu'on ait un ancrage mémoriel de nos apprenants, hein. Nous, on était contents d'aller dans l'entreprise faire de la prévention, mais on se rendait compte que chaque année, on avait pratiquement les mêmes personnes pour les mêmes clients que l'on avait. Donc ça nous a un petit peu agacés et on voulait trouver une solution pour pérenniser tout ça. Et donc, on a créé Adaptive Prévention. Donc, en fait, mais avant d'en arriver là, hein, comme je vous le disais, nous, on a créé la société officiellement a été créée en octobre 2019. Mais toute l'année 2018, on a beaucoup échangé, on s'est beaucoup interrogé pour savoir qu'est-ce qu'il nous fallait, quels étaient les éléments nécessaires pour créer une société et éviter des pièges anticipés. Et là, je vais laisser la main à Élise parce que Et- très bon mais- conseil pour savoir deux, trois Merci, éléments nécessaires. merci Nicolas. Alors c'est vrai que cette approche et cette phase en création quand on est porteur de projet n'est absolument pas à négliger parce que ça va être un petit peu le fil conducteur et c'est bien d'être préparé pour surtout éviter certains écueils. Je pense qu'en tant que porteur de projet, vous avez tous une ambition, développer ce projet, une société. Les bonnes questions qu'il faut se poser, c'est comment j'y vais, avec qui
Est-ce que vous êtes un ou plusieurs porteurs de projet? Quel va être l'apport de chacun au projet? Alors, ça peut être un apport, on va dire, intellectuel, un apport financier. Tout le monde n'est pas forcément obligé d'avoir les mêmes compétences. Au contraire, c'est bien aussi d'être complémentaire. Mais quel va être l'apport, la pierre portée à l'édifice par chacun de ces personnes-là si vous n'êtes pas tout seul en qualité de porteur de projet? Donc déjà, définir voilà un petit peu les choses avec vos prochains co-associés. Après, évidemment, identifier le marché, etc. Donc, ça, c'est vous qui êtes normalement plus expert dans le domaine pour savoir que si vous lancez quelque chose, que ce soit à titre de prestation de service ou un produit sur le marché, bah, faudra bien identifier vos cibles, etc. Donc, ça, c'est l'aspect, on va dire, plus opérationnel. Mais en amont, c'est bien aussi d'être entouré pour pouvoir valider la faisabilité et la pérennité du projet à terme. Alors, personne n'a de boule de cristal, bien entendu, surtout quand on parle de start-up. Est-ce que le projet va rencontrer son public? Ça, c'est toujours très difficile à dire, surtout dans les périodes d'anté-création. Par contre, un projet qui est bien ficelé au départ a plus de chances d'aboutir. Ça, c'est indéniable. Donc, allez voir un expert comptable pour établir un business plan. Ça, c'est des choses qui sont quand même importantes pour valider de combien j'ai besoin pour le monter. Est-ce qu'il va me falloir des locaux? Est-ce que je peux me faire héberger par une pépinière? Si oui, à qui faut-il que je m'adresse? Quelles sont les formalités? Faut-il monter un dossier? Les périodes pour monter ce dossier, pour ne pas perdre une année parfois dans des démarches, faut vraiment avoir un bon timing. Les banques, si vous avez besoin d'un apport, hein, parce que ça peut aussi, quand on parle de reprise de projet, ça peut être aussi non pas seulement une création, mais aussi avec potentiellement une reprise d'activité antérieure pour s'y adjoindre ou autre. Voilà les principaux éléments. Et après, quand on parle création d'entreprise et association, donc là, je déborde un petit peu sur la prochaine phase. C'est également nécessaire de bien s'entourer d'experts en la matière. Donc là, vous allez me dire, je prêche pour ma propre paroisse, mais vraiment, allez voir un expert dans le domaine. Moi, j'ai trop souvent des personnes qui viennent nous voir avec déjà une entité constituée ou ils ont tenté de constituer par elles-mêmes. Et je le comprends, encore une fois, quand on est un porteur de projet au début, on n'a pas forcément les finances qui vont avec et surtout des sommes à allouer au juridique. Néanmoins, quand on essaye de faire des économies de bout de chandelle, souvent on en paye les pots cassés après et c'est encore plus cher. Donc, soyez vigilants un petit peu à tout ça. Les principes, c'est éviter de faire comme les petits copains parce que vous êtes bien entouré. Souvent, vous vous retrouvez dans des cercles, on va dire, d'incubateurs, etc. Et c'est vrai qu'on peut être tenté de dire attends, je te file mes statuts, c'est pareil, etc. Franchement, c'est risqué. Alors, je ne dis pas que ça l'est à tous les coups, hein. Franchement, des fois, vous pouvez aussi avoir un coup de bol, ça va bien coller. C'est des activités à peu près similaires, ce sera parfait. Ça, c'est le coup de bol. Et sinon, tout le reste, ça risque d'être assez cata. Donc, évitez de reprendre ce qu'ont fait les petits copains, évitez les copier-coller, ce qu'on trouve sur Internet. C'est difficile sur Internet de faire la part des choses entre un document qui va être bien ficelé, qui va être qualitatif, parce que somme toute, il peut aussi y en avoir, de documents qui vont être vraiment un ramassis de bêtises. Et ça, il y en a également, malheureusement. Autre chose, il y a beaucoup dernièrement de legal tech qui se sont développées. Certaines sont plutôt qualitatives, pareil. Nous, on a récupéré beaucoup de dossiers, par contre, qui ne vont pas au bout. Parce qu'en fait, vous remplissez des questionnaires pour créer votre société. Quand il y a des apports en nature, ils ne vous ont pas dit qu'il fallait un commissaire. Et du coup, les dossiers ne vont pas au bout. Donc, vous avez payé en amont et en fait, ça ne marche pas. Donc, il faut retourner voir un expert. Donc, soyez quand même vigilants à tous ces petits points-là. Voilà. Bon. Merci Élise. Et donc pour moi, je vais enfoncer un peu plus le clou parce que de tout ce que tu as dit là, dans cette anticipation des différentes personnes, hein, que ce soit un expert comptable, un banquier, un avocat aussi qui va avoir une vision assez
importante, j'ai envie de dire même primordiale pour la création, hein. C'est que nous, avant de nous créer, donc je vous disais, pendant 2018, on se tournait autour. En 2019, on a créé, mais en fait, pour être sûr que ça matche entre nous, parce que c'est bien d'avoir des idées communes, c'est bien de commencer à parler banque, regarder un peu business plan. On s'est fait une petite challenge, on a répondu à un petit concours sur Niort là, qui nous a permis, qui s'appelle l'Opération Dragon, qui est un incubateur dans lequel nous avons été sélectionnés. Et pendant 6 mois, on a été incubés. Et ça a été une expérience hyper intéressante parce qu'on a été avec 8 autres start-upers, enfin, 8 autres boîtes qui avaient des visions communes. Et justement, hein, l'idée, c'était au départ, on se disait, tiens, on va échanger les statuts, c'est la même chose. Vu qu'on n'y connaît rien, mais qu'il en faut, s'il y en a un qui l'a, on va en faire 8 fois les mêmes. Et Ouais, mais très c'est vite, fréquent, hein, c'est très fréquent. les idées du start-upper, en fait, c'est astuces et compagnie, mais en fait, l'incubateur nous a fait comprendre qu'en fait, tout avait un rôle important. Il y avait des possibilités de faire des économies, hein, mais par contre, c'est pas des économies au sens, je vais pas dépenser d'argent et je suis sûr qu'après, on va faire au fur et à mesure parce que dès que vous êtes lancé, c'est pas un train à vapeur, hein, c'est un TGV. Vous êtes dans un tunnel et après, dès qu'on commence à avoir des statuts qu'on dépose à la banque, enfin, derrière, ça s'enchaîne de façon incroyable. Donc, cette anticipation, elle est vraiment nécessaire. On a besoin avoir du recul. Nous, avec Lionel, il y a encore des choses auxquelles on y réfléchit. Notamment, il y a une chose, on va en parler, qui arrivera, mais qui a émergé très vite. C'est ce qu'on appelle le pacte d'associés. Et Elise vous en parlera un petit peu après, c'était de savoir comment on se plaçait, hein, parce que nous, on arrivait avec chacun une entité de notre côté, hein. Moi, j'avais une entité propre, Lionel aussi, et elles existent toujours. Et donc, c'est de savoir comment on allait pouvoir travailler ensemble sans que ça porte préjudice à l'un ou à l'autre et qu'on puisse grandir et grossir avec Adaptive Prévention. Voilà, donc ça, c'était toujours un sujet récurrent. Et pour avancer un petit peu, et donc, comme je vous disais, donc, cet incubateur nous a permis vraiment de prendre, ça s'est déroulé à partir de mai 2018, pardon, mai 2019 et jusqu'en septembre. Et donc, c'est vrai que nous, on a créé en octobre. On a eu toutes les informations nécessaires. On a eu auprès d'experts différents, on a pu partager nos expériences. Et notamment, c'est pour ça qu'après, on a eu pu s'orienter pour pouvoir choisir la création de notre structure et le choix juridique d'Adaptive Prévention. Nous, on s'est tourné vers une SAS. Alors, il y a plein de statuts différents, il y a plein d'avantages divers et variés, mais ça, je vais laisser Voilà, Élise alors, prendre la main dessus. du coup, effectivement, quand on crée une société, se pose très vite le choix de la forme sociale, outre les statuts, parce que les statuts, en fait, ne sont pas les mêmes suivant la forme sociale qu'on choisit, puisque les règles dépendent de la forme sociale de chacune des sociétés. Donc, quand je vous dis que ça ne sert pas forcément à grand-chose de copier sur les petits copains, c'est que votre forme sociale, enfin, la forme sociale du petit copain ne va pas forcément correspondre à ce que vous voulez faire. Déjà, on va dire, il y a 2 grandes catégories de sociétés, pour simplifier, hein, au maximum, parce qu'il y a des formes, on va dire, un peu plus exotiques, mais qui ne nous concernent pas. Il y a tout ce qui va être forme de société civile, donc à objet civil, et tout ce qui va être forme de société commerciale. Alors, très souvent, dans vos cas, on va plus se tourner vers des statuts de société commerciale. Donc, ça comprend la société anonyme, la SA, la SAS, donc société par action simplifiée, et la SARL, société à responsabilité limitée, pour ne citer que les trois plus communes. La SA, c'est vraiment, on va dire, un statut qu'on utilise de moins en moins. Pourquoi? C'est que c'est des règles assez contraignantes dans le fonctionnement de la société. Les organes directionnels sont quand même plus contraignants que d'autres formes sociales. Donc, c'est vrai que quand on commence en start-up, on n'a pas forcément envie de se rajouter des contraintes, notamment juridiques. Après, parfois, alors, sachant que bien entendu, on peut passer d'une forme sociale à une autre, ça s'appelle une transformation juridique. Donc, rien n'est absolu dans le futur, hein. Vous pouvez choisir une forme sociale et après transformer votre société. L'idée, c'est que c'est pas
tout ayant un coût, il ne faut pas forcément se dire, bon, ce n'est pas très grave, je choisis celle-ci et après, de toute façon, j'ai toujours la possibilité de transformer. C'est vrai, mais c'est mieux de ne pas le faire tous les 3 mois pour la stabilité de l'entreprise et pour une économie financière certaine. Donc l'ASA, moins adaptée, on va dire. Maintenant, j'en vois certaines et il y a certaines transformations qui sont demandées même dans des startups, notamment pour des levées de fonds. Parce qu'il y a certains fonds, alors c'est quand même pas très fréquent, mais j'ai eu le dossier l'an dernier où il y a un fonds d'investissement qui nous a demandé de transformer parce que toutes leurs lignes d'investissement, eux, ils n'ont que des SA et ça leur permet de suivre les choses de manière beaucoup plus sereine parce que le fonctionnement est le même. Donc, c'est la raison principale qu'ils nous ont évoquée. Ce n'était pas forcément la forme la plus adaptée à l'entreprise, mais pour eux, c'était une condition sine qua non pour mettre des fonds au sein de celle-ci. Comme l'entreprise avait besoin de cet argent, on a bien entendu fait droit à leur demande. Donc voilà pour la SA. Après, très fréquemment, on se pose la question, le choix se tourne plus particulièrement entre SARL et SAS. Là encore, en fait, il n'y a pas une bonne société et une mauvaise société. Tout dépend de ce que vous voulez faire et il y a des comparatifs qui doivent être mis en place en fonction du nombre d'associés, en fonction des pouvoirs que vous souhaitez conférer à chacun. Est-ce qu'on se dirige vers des associés qui vont avoir la même répartition capitalistique, donc avec un 50-50, avec une cogérance, donc les mêmes pouvoirs directionnels, ou est-ce qu'on a un associé majoritaire, un minoritaire, donc avec quelqu'un qui va plus être en charge de la gestion de la société et une autre personne, par exemple, si on parle de 2 associés, plus, on va dire, opérationnel, avec une participation, mais moins dans la gestion. Toutes ces questions-là nous permettent aussi de déterminer le régime qui va vous être le plus favorable, parce que notamment, une des principales différences entre SAS et SARL, c'est le régime fiscal et social du dirigeant, qui n'est absolument pas le même. Donc, si vous voulez, en qualité de gérant majoritaire SARL, vous êtes ex-RSI, d'accord, alors qu'un président de SAS ou un DG est assimilé salarié. Donc, les cotisations sociales ne sont pas les mêmes. Donc, le coût afférent à la rémunération des dirigeants, de facto, ne sera pas le même non plus. Donc, ça, c'est aussi à prendre en considération dans le prévisionnel. Après, autre chose importante, c'est que si vous voulez remonter des dividendes, on n'a pas non plus le même régime sur ces 2 structures-là. Donc, c'est vrai que quand on est en SAS, on n'a pas une question de seuil en fonction de ce qu'on veut distribuer. En SARL, à partir d'un certain montant de dividendes qui est à comparer avec le niveau de capital social, on a des cotisations sociales qui s'appliquent en sus de la distribution. Donc, ça peut vous rajouter un coût. Donc, tout ceci est à examiner en fonction de vos objectifs, du périmètre de la société, de son nombre d'associés, quelle rémunération vous envisagez, sur quelle tête, quels sont vos projets à court, moyen terme, parce que c'est pareil, si vous souhaitez faire une levée de fonds l'année d'après, en fait, une SAS va être plus malléable, beaucoup plus souple, et ça va beaucoup plus… Enfin, c'est la forme qu'on privilégie pour tout ce qui est levée de fonds. Donc voilà, mais en tout cas, sachez qu'il n'y a pas une forme qui l'emporte sur une autre, tout dépend de votre projet. Oui, mais par contre, là où je te rejoins aussi encore de nouveau, c'est que nous, dans l'idée de l'incubateur, et on nous a fortement proposé de partir sur une SAS parce que voilà, il y avait une potentielle levée de fonds à faire et en fait, on nous avait expliqué tous les tenants et les aboutissants. Et dans l'esprit. Désolée, je prends juste mon ordinateur, sinon je ne vais pas rester longtemps avec vous. Et dans l'esprit, il était vrai que voilà, il fallait anticiper. Alors, le maître mot, vraiment, au moment où on s'associe, c'est quand même cette anticipation. Il y a quand même, faut vraiment pas minimiser l'impact du rôle de l'avocat, enfin en tout cas toute la partie juridique, fiscale, et puis vraiment l'expert comptable aussi va être une personne essentielle pour vous aider dans votre tableau de bord, enfin en tout cas pour le business model, business plan pour poursuivre et puis comprendre
les leviers et anticiper donc le court, le moyen et le long terme. Donc ça, c'est vraiment des choses intéressantes. Donc, Un autre point, excuse-moi Nicolas, je te coupe oui. parce qu'on n'en a pas forcément parlé. C'est vrai que dans le schéma pré-association et création, porteur de projet, etc., ne négligez pas non plus toutes les aides extérieures, même financières, que vous pouvez obtenir. Il y en a certaines en fonction de la typologie de votre projet. Il y a des concours aussi qui peuvent vous permettre d'être aidé ou d'avoir certaines subventions ou des aides régionales, etc. C'est pas à négliger parce que voilà, ça peut permettre de faire naître le projet plus rapidement, de façon facilitée, etc. Donc, regardez bien, renseignez-vous auprès des régions, auprès des incubateurs. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent exister. C'est aussi contraint, hein, il faut rentrer dans certaines cases, bien entendu. Personne ne distribue de l'argent comme ça serait. Mais en tout cas, c'est aussi des choses dont il faut avoir connaissance parce que ça peut être une aide non négligeable. Et d'où l'idée de quand vous allez choisir votre expert comptable ou l'avocat, enfin les gens qui vont vous entourer, hein, vos intervenants extérieurs, il va falloir que voilà, il faudra quand même que vous ayez un regard critique pour savoir jusqu'à quel moment ils peuvent vous aider, est-ce qu'ils sont compétents dans ces aides-là, parce que nous, on a fait appel à ces subventions, à ces aides, à ces prêts, et je vous avoue que construire sa start-up en 2019, ça n'a pas été le meilleur des choix stratégiques qu'on ait fait. C'est vrai qu'avec l'arrivée de 2020 et 2021, on a senti passer un peu la période Covid, mais ma foi, c'était hyper intéressant parce que ça a montré aussi une certaine solidité, une certaine vision de ce qu'on avait. Nous, on était tourné vers le digital, donc on s'en est quand même plutôt bien sorti. Mais ceci étant, c'était une belle mise à l'épreuve très rapidement. Et donc, pour poursuivre un peu sur l'historique, parce que voilà, 2019 s'est créé, on s'est entouré de personnes. Alors, il y a des personnes clés, comme on disait, hein, je le répète, en tout cas sur la création, et puis donc avec un expert comptable qui va vous accompagner dès le début, un avocat aussi qui va traîner de près ou de loin, parce que forcément, les finances ne sont pas non plus au rendez-vous. On a mis dans le capital social de la société, mais bon, après, il faut aller chercher les premiers clients. Mais comme on l'avait identifié, nous, on avait besoin on avait une techno qu'on voulait développer. Alors, on avait eu 2-3 aides, mais il y avait un temps de latence entre le moment où c'était produit et puis ce qu'on avait besoin. Nous, la techno, c'était bien de l'avoir. Donc, on avait un support et puis on voulait y intégrer des ressources. Donc là, on va être arrivé toute une période où on produisait du contenu. Et donc, on a dû faire appel, nous, à des intervenants extérieurs, des freelances. Alors, on avait des freelances sur la partie, tout ce qui était développement. Donc, ça, on l'avait calculé en termes de trésor sur un plan comptable à court et moyen terme. On savait qu'on avait un delta pour que ça passe et que ça rentre. Et on a vu ça avec notre expert comptable. Et puis de l'autre côté, on avait des gens. Alors nous, on avait une particularité, c'est qu'on leur demandait de produire du contenu sur des sujets particuliers. Et est arrivé justement des questions, c'est bon, vous employez quelqu'un, donc est-ce qu'on met un contrat? Quel type de contrat que les choses soient claires, hein? Ils produisent quelque chose pour nous, nous on les rémunère en fonction, mais comment on les rémunère? Donc ça, c'est plein de questions qui sont arrivées là-dessus. Puis après, qui dit production intellectuelle, il y avait des droits. Est-ce qu'il y a des droits d'auteur? Oui, non. Et combien de temps? Comment ça se fait? Et donc ça, c'est tout un tas de questions, ou en tout cas qui nous est arrivé avec Lionel, où on a dû rechercher, s'entourer de personnes pour justement comprendre. Alors, nous, l'avantage, c'est qu'on a eu un expert, enfin un avocat qui nous a montré en fait que oui, il fallait se poser des questions et qui n'avait pas forcément la réponse, mais qui a pu nous réorienter vers une de ses consoeurs qui nous a pu nous aider là-dessus. Donc là aussi, cette anticipation, il a fallu non pas dire on verra après, ils vont produire du contenu, mais on verra, mais il fallait tout de suite qu'on ait quelque chose de validé, verrouillé, pour qu'on puisse avoir des gens qui aient confiance en nous, qui produisent et qu'après on puisse se servir de ce qu'ils produisaient. Donc il y avait vraiment encore un peu d'anticipation, mais en tout cas, il y avait des choses comme ça. Et donc là aussi, je vais laisser la main à Élise sur cette partie type de contrat. Lorsque vous avez des intervenants extérieurs, vous savez que c'est relativement ponctuel ou pour une courte durée. Et comment faire pour se border, lui et vous, pour Ouais, la suite? alors là, effectivement, c'est aussi un point très important. Il recouvre plusieurs sujets. Déjà, être accompagné par la bonne personne, donc que vous sélectionnerez. C'est pas toujours évident de salarier cette personne-là, c'est parce que ça représente un coût. C'est pas non plus parfois nécessaire parce que c'est des opérations en one shot pour le début de la société, etc. Donc
c'est surtout avoir des points de vigilance, notamment quand ça touche à la substance de la société, à la propriété intellectuelle, etc. Parce que ce qui est important, c'est que notamment si vous voulez développer votre entreprise, avoir une levée de fonds, par ailleurs, comme on en a déjà parlé, c'est que la société soit bien propriétaire de la matière, quoi, que la société soit bien propriétaire des brevets et qu'on ne vous dise pas par la suite, en fait, non, vous avez une brique de ce qu'on a développé, mais la société n'est pas propriétaire parce que nous, on a gardé les droits. Parce que ça peut être alors que vous avez payé la prestation par ailleurs. Donc, il faut être très vigilant, il faut mettre en place les bons contrats. Donc, effectivement, ça peut être des contrats de consultants, etc. Mais sur tout ce qui est propriété intellectuelle, il faut être ultra vigilant pour que ce qui est développé revienne à la société. Ça, c'est vraiment ultra important. Et après, en termes de rémunération, tout dépend aussi. Il y a tout qui peut s'envisager, hein. Il y a des sociétés qui provisionnent cette partie-là et qui payent du coup le contrat de consultant suivant le tarif annoncé par l'expert, etc. Donc, en ayant mis en place, par contre, le bon contrat adapté au projet pour que les droits reviennent ensuite à la société, etc. Après, on peut tout à fait imaginer, moi j'ai eu le cas dans une des sociétés que je suis. En fait, la personne est devenue un tant soit peu indispensable, donc qui était freelance au début, qui bossait sous contrat de consulting, etc. Elle est devenue assez indispensable à la société, elle s'est investie dedans et finalement c'est elle qui avait le contenu de tout ce qui était un petit peu développement. Alors là, on parlait de sites web, etc. Donc, elle est devenue assez essentielle pour le fonctionnement de la société. Et cette personne-là avait aussi la volonté de s'investir davantage au sein de cette entreprise qui, malheureusement, n'avait pas forcément les moyens de poursuivre ou en tout cas de payer la prestation en fonction. Donc là, comme les dirigeants n'étaient absolument pas opposés à ce que cette personne-là rentre au capital donc de la société et des actions, en fait, ce qui s'est passé, c'est une forme de rémunération. Si vous voulez, la personne n'a pas perçu sa rémunération en monnaie sonnante et trébuchante, mais on a pu la faire participer au capital. Donc, entre guillemets, donc, avec le schéma juridique qui va bien, évidemment, mais pour simplifier, en résumé, elle a eu un paiement en action de sa prestation. On a capé à un certain pourcentage du capital social, mais ça a permis à cette personne-là de continuer à s'investir, etc. Donc, pour la société, donc la propriété est toujours la propriété de la société, etc. Mais de pouvoir bénéficier à terme de son travail dans l'objectif où la société se développerait, etc. Et où elle aurait du coup un pourcentage du capital de cette société. Donc, c'est aussi, ça peut être envisagé. Alors, je ne dis pas de faire rentrer tous vos experts au capital parce que vous allez avoir une dispersion assez importante et ce n'est pas forcément l'objet. Mais dans certains cas, en tout cas, ça peut se voir. Donc, la rémunération est à considérer. Mais surtout, faites attention au contrat et à la manière dont le contrat est formulé pour vous conserver les droits qui sont importants pour la société. C'est le principal message. Et alors, c'est d'autant plus important que lorsque nous, on a fait notre construction, on avait besoin de techno qu'on a été chercher qui étaient faites ailleurs, en fait, parce qu'on n'avait pas les fonds. Et à terme, en fait, on a eu des conseils. On a des parrains aussi sur cet incubateur qui nous avait tout de suite mis le doigt sur le fait qu'il fallait qu'on soit indépendant, que notre proposition de valeur allait augmenter aussi en ayant nos propres ressources et surtout, on allait avoir des possibilités plus larges et plus grandes pour pouvoir se développer. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle on a dû se confronter rapidement, même si on ne le voulait pas. Donc, il a fallu faire des choix et voilà, sur est-ce qu'on avait quelqu'un de salarié ou est-ce qu'on faisait du freelance, si on faisait du ponctuel. Donc, on a fait dans un premier temps que du ponctuel sur des gens qui venaient des intervenants extérieurs pour essayer d'être le plus, optimiser le plus possible le coût temps, coût financier pour avoir le résultat escompté. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Donc, aujourd'hui, on est encore, on fait encore appel à quelques intervenants extérieurs, mais comme partout, hein, plus la boîte avance, elle grandit, elle grossit, on a été
on est arrivé à être confronté à autre chose maintenant qui était, vu que ça nous prend beaucoup de temps et on fait appel souvent à des intervenants extérieurs, c'est quid de, bon, on va peut-être salarier quelqu'un, quoi, avec les mêmes compétences et s'atteler là-dessus. Donc là, pareil, donc, nouvelle découverte en 2000, nous, 2000, fin 2020-2021, c'est on va potentiellement prendre un salarié. Alors, juste avant ça est arrivé aussi quelque chose de très intéressant et je le conseille à toutes les entreprises, c'est qu'on est allé voir tous les étudiants pour avoir des gens en alternance parce qu'on a pu bénéficier d'aides non négligeables durant la période Covid, jusqu'à 8 000 € pour un alternant. Donc ça, c'était très intéressant. On a jusqu'à eu 3 alternants et c'est top parce que nous, il y en a 2 qui ont décroché, enfin, une qui a décroché un CDI derrière, un autre qui se profile pour avoir aussi un CDI. Mais les alternants, c'est des forces de proposition incroyables. C'est-à-dire que le temps que vous passez, vous, à bidouiller sur du community management alors que ça soit de la com ou une veille quelconque sur votre techno, etc. Là, vous arrivez à des gens qui sont complètement dédiés à ça et donc ça vous décharge une pression, on va dire temporelle, aussi mentale. Et ils arrivent aussi à vous être force de proposition. Donc ça, c'est vraiment bien. Après, ça vous passez sur un autre rôle, hein. Vous avez plus un rôle de management. Donc, c'est un peu différent. Il faut les laisser un peu s'ouvrir et voir ce qu'ils peuvent vous proposer. Mais c'est assez surprenant et nous, c'était vraiment une découverte. Donc, à moindre coût, de bonnes idées. Évidemment, c'est un accompagnement hein, parce que c'est des gens qui sont assez jeunes, mais si vous êtes suffisamment vous avez de recul et d'expérience, ou dans le sens où vous essayez de leur laisser leur chance et puis de temporiser, en fait, hein, vous mettre des jalons, des deadlines, hein, vous faites les choix les plus pertinents et vous arrivez avec des résultats assez probants. Ce qui fait que, comme je disais, après, on a tout de suite enchaîné sur l'ouverture de postes à un salarié, à un CDI. Et là, de nouveau, rebelote, bonjour notre expert comptable, bonjour l'avocat. Comment on fait? Parce que je n'ai jamais eu de gens salariés chez moi. Je connais plus ou moins les règles. On m'a parlé de 35 heures, c'est le seul truc que je connais. Mais est-ce que ça s'applique à tout le monde? C'est quoi la notion de cadre? Est-ce qu'il y a enfin, ouais, il y a tout un tas de Ouais, choses voilà. Alors, faut être, pour rebondir sur le propos, effectivement, avant de salarier, après, ça peut aller évidemment assez vite. Il faut quand même se renseigner donc, sur tout ce qui est convention collective applicable, sur tout ce qui est horaire, etc. Alors ça, il y a des formations qui sont très bien faites. Il faut évidemment pas faire n'importe quoi parce qu'en tant que jeune entreprise, vous n'avez pas nécessairement envie au premier salarié de vous manger aussi un premier prud'homme. C'est absolument pas le but. Donc, il y a toute la phase, on va dire, renseignement, qui va faire la paye, etc. Alors, il y a des services dédiés, hein, très clairement, votre expert comptable est tout à fait à même de pouvoir externaliser ça. Il y a des services qui sont très bien faits, donc il ne faut pas non plus avoir trop peur de ces choses-là, mais il faut quand même bien se renseigner en amont pour ne pas faire de bêtises et notamment dans tout ce qui est mise en place de la relation contractuelle avec votre salarié, donc rédaction du contrat de travail, etc. De la même façon, c'est pareil, évitez de rédiger vos contrats de travail en copiant sur les petits copains. Franchement, ça peut vraiment vous coûter cher. Et alors, en termes financiers, si jamais vous avez un litige avec le salarié, mais ça peut vous coûter cher aussi sur l'opérationnel si vous avez omis de mettre une clause sur justement les droits de propriété intellectuelle qui sont développés par le salarié au cours de son contrat de travail. Parce que si vous ne le prévoyez pas, dans certains cas, ça peut rester au salarié. Donc, vous devez après contractualiser avec lui pour qu'il vous cède ses droits d'invention. Donc, ça peut quand même être assez préjudiciable, surtout si vous pensiez que la société les avait en contrepartie du salaire de la personne. Contractualiser aussi tout ce qui est clause de non-concurrence, etc. parce que vous n'avez pas forcément envie que votre techno parte chez les petits copains. Donc, il y a quand même des choses à aménager, à visualiser en amont. C'est quand même important. Ça, on va dire, c'est pour la phase de début, bien se renseigner, bien contractualiser et tout.
Après, se pose rapidement la question quand votre société commence à se développer, c'est qu'on n'a pas forcément toujours l'adéquation entre la finance qui est capable de mettre la société pour recruter des profils, on va dire, pointus, et justement les profils pointus qu'il vous faudrait pour amener une plus-value à l'entreprise et pour l'amener à un autre niveau. Parfois, effectivement, la société n'a pas forcément les moyens de s'offrir, on va dire, des ingénieurs ou des têtes pensantes voilà, qui requièrent un certain niveau de rémunération. Après, nous, ce qu'on voit et ce qu'on peut en tout cas mettre en place pour compenser cette partie-là, et ça peut être la même chose, c'est-à-dire que vous embauchez quelqu'un et vous souhaitez qu'il reste dans la structure, mais si vous n'avez pas forcément les moyens de lui proposer une évolution salariale financière, bah, il peut être tenté et c'est bien logique d'aller voir ailleurs. Donc, on va dire, pour pouvoir compenser, attirer des profils, on va dire, intéressants, ou pour fidéliser aussi la masse salariale que vous avez réussi à embaucher au début de la création de la société, on peut mettre en place, en tout cas, on a des outils juridiques pour intéresser ces personnes-là au capital. Donc, c'est de la même façon. Alors, on ne vous dit pas d'intéresser tous les salariés, mais le profil type dont vous avez besoin pour développer, pour porter la société à un autre niveau, ou le salarié dont vous ne voulez absolument pas vous séparer, mais que vous êtes conscient que vu le profil, il risque de partir parce que le salaire n'est pas forcément en adéquation avec le profil, ça peut avoir du sens. Donc, on a des outils juridiques qui permettent d'intéresser ces personnes-là au capital de la société. Ça a plusieurs vertus parce que ces personnes-là, ça les fidélise, ça les permet de les associer donc à la bonne marge de l'entreprise, etc., à la création de valeur future de l'entreprise à laquelle ils contribuent par leur travail. Donc, c'est assez vertueux. Donc ça, on a des outils, il y a tout ce qui est BSPCE, bon de souscription d'actions, etc. Enfin, on a des outils qu'on peut mettre en place et ça permet à terme à ces personnes-là de pouvoir bénéficier d'actions, donc en cas de sortie, en cas de cession de l'entreprise ou enfin voilà, de pouvoir réaliser une plus-value à proportion de ce qu'ils détiennent. Donc ça peut être assez intéressant. Excusez-moi. Oui. Oui. Ouais, bonjour. Attends, je vais allumer la caméra, ça sera plus poli. Est-ce qu'on peut intervenir maintenant ou faut attendre Oui, que oui, vous oui. ayez Ah fini? non, mais allez-y, pas de souci. Bonjour Nicolas, bonjour Rita, et bonjour, c'est Élise, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais, ça marche, ok, non parce qu'il n'y a pas le nom en bas. Donc j'ai quelques petites questions, en particulier pour toi Nicolas, je me permets de te tutoyer. En ce qui concerne les aides, tu as dit effectivement, je pense que comment dire, c'est le gros tracas de tout entrepreneur quand on démarre, c'est justement qu'on n'a pas la trésor, on n'a pas les clients, on n'a pas tout ça, on a plein d'idées, il faut les financer. Tu as parlé d'aide, je présume, en tes créations. Est-ce que je peux me permettre de te demander à toi, entrepreneur, comment tu t'y es pris? Parce que ça a l'air d'être un sacré parcours du combattant. Même en étant dans un incubateur, on s'entend dire à tour de bras que non, il n'y a rien. Alors, il y a des financements. Je veux dire, moi, la région Nouvelle-Aquitaine nous a vraiment aidés. Il y a eu, nous, la BPI, on a eu un déblocage de fonds de 20 000 euros, donc aux 14 000 plus 6 000 pour nous aider sur du développement, ressources et développement, hein. En fait, on a été il y a des programmes, hein, qui nous avaient permis de mettre ça en place. Donc, la BPI, justement, avait ça. Donc, il faut remplir évidemment faut remplir un dossier, j'avoue, qui est un tout petit peu long, tant sur le côté, l'historique, le pourquoi, le benchmark. Mais j'ai envie de dire, c'est normal, le business model. Et puis, le plan de trésor, enfin pas le plan de trésor, mais vraiment le business plan, comment vous voyez à 1 mois, à 1 an et à 3 ans, quoi. Et quels sont vos investissements. Enfin, mais c'est un exercice qui est fondamental et qui est nécessaire, enfin, fondamental et puis qui vous donne aussi une vision là-dessus. Et derrière, ça déclenche des aides. Enfin, des aides, en tout cas, il y a de l'argent qui est venu là-dessus. On a aussi la PTI, on a eu le nom, je le perds, mais c'est un tremplin pour jeunes Prestation entrepreneurs. tremplin innovation. Merci, voilà, qui nous a permis de bénéficier aussi d'argent là-dessus, donc qui nous a aussi aidé un peu sur du développement sur un autre aspect.
Donc là aussi, on était chercher. Et puis dernièrement, on a pu aussi aller les chercher aussi. On nous a fait un prêt de 60 000 euros qui est décalé dans le temps où on commencera que dans un an à commencer à rembourser le prêt à des taux qui défient toute concurrence aussi, quoi. Donc, ce sont des aides. Alors, pareil, hein, tout cet argent-là, il faut que ça soit fléché. Enfin, c'est fléché. Oui, c'est fléché sur des entités, donc des startups, mais j'ai envie de dire des entreprises, somme toute, qui démarrent, qui ont une idée, qui a un projet derrière, montre une relative solidité, qui a une solidité dans le sens pas financière, hein, mais une solidité dans le projet. C'est-à-dire, c'est construit, on sait d'où ils partent, on sait où ils veulent aller. C'est pas tout fou. Nous, à chaque fois, on est passé dans des commissions. Les commissions, et j'en ai parlé tout à l'heure de pacte d'associés, mais vous allez voir pourquoi. Parce que je vous dis, nous, Lionel et moi, on a tous les deux une entité et on a créé une troisième entité commune. Et on nous demande à chaque fois, c'est quand est-ce que vous allez rassembler les trois entités? Et alors, c'est bien, c'est qu'elles sont complémentaires, donc c'est chouette, mais très rapidement, on nous a levé ce point-là. Et pour faire ça, il faut qu'on passe par un pacte d'associés solide, qu'on comprenne. Enfin, vous voyez, on est toujours en train d'être en mouvance et on continue. Mais ça, on sait que mais on va en parler juste après, hein, quand on va aller voir faire une levée de fonds, on sait que nous, ça, c'est un stop majeur. C'est-à-dire que demain, si on arrive avec un truc un peu morcelé, si on veut faire une levée de fonds de plusieurs milliers d'euros, ça, on sait que ça ne passera pas. Donc, c'est à la fois, cet argent, il y en a. C'est pas forcément simple, mais c'est pas impossible, hein. Si nous, on l'a réussi, il y en a d'autres qui ont réussi. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Ça, il n'y a pas de… Mais par Après, contre, ça peut dépendre aussi, excuse-moi Nicolas, je te coupe, ça peut dépendre du projet, ça peut dépendre de votre statut, si vous êtes repreneur, enfin, en recherche d'emploi, etc. Parce qu'il y a des exonérations de cotisations sociales aussi qui peuvent être mises en place les premières années. Il y a tout ce qui est ARS, ARE, ACRE, donc ça, c'est plus avec Pôle emploi. Il y a tout ce qui est prêt d'honneur, il y a des choses après, tout ne sera pas applicable, tout ne sera pas cumulable non plus, ça c'est évident. Mais en tout cas, oui, ça dépend du projet, ça dépend un peu de votre situation aussi professionnelle, etc. Donc, il y a des choses qui existent, faut se renseigner. Alors, effectivement, la BPI a pas mal de choses, donc vous pouvez aller toquer à la porte, voir si déjà vous êtes éligible à certaines choses. La CCI peut également vous aider, la région a certaines subventions, certaines aides, etc. Donc, il faut voir ce qui peut être proposé, effectivement. Ouais. Quelle est l'utilité, je suis désolé si je pose beaucoup, j'ai pas mal de questions, quelle est l'utilité d'être dans un incubateur pour faciliter l'accès à ces aides? Moi, je suis dans un incubateur et je trouve, enfin bref, l'idée c'était de me dire ça va ouvrir des portes. Alors, c'est pas trop le cas. J'ai un BP, j'ai tout ce qu'il faut, c'est fait comme il faut. Ce qui m'a été dit clairement, c'est à La Rochelle, on fait de la biotech. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je suis face au mauvais interlocuteur? Il faut que je m'adresse à quelqu'un d'autre? Alors, moi, je n'ai pas une réponse claire là-dessus. Il faut vraiment le voir comme des expériences. Et l'incubateur, nous, on y a passé 6 mois. Il y a des choses où je suis arrivé dans les workshops. Enfin, ça passait une journée. Je n'ai pas forcément appris. Ça consolidait plutôt. Ça me disait, ouais, tu es dans le vrai, c'est là qu'il faut aller, mais je n'ai pas appris grand-chose. En revanche, ce que j'ai appris, c'est, si je retiens une chose, c'est s'entourer, être endurant, résistant, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si on peut aller chercher, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut aller taper à une porte. Mais si cette porte n'est pas la bonne, c'est la biotech et toi, tu te diriges vers… dirigez-moi vers… Ouais, où ça je dois marche. aller. Okay. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Et c'est comme ça, hein. Nous, on a tapé à des portes et on a dit, ah non, c'est pas ça. Mais par contre, on nous a dirigés. Et ainsi de suite. Et on est arrivé, au bout de 3-4 portes, on est arrivé au bon endroit. Quand tu vas à la BPI et demander des sous, ils disent, oui, mais attendez, oui, pourquoi, de quoi, c'est quoi votre techno? Vous rentrez dans quelle case? Donc, ça, il faut le comprendre aussi. Il faut comprendre aussi en face que les gens que vous allez avoir, ou en tout cas à qui vous allez demander potentiellement des finances, ou en tout cas finances, ou un conseil, ou des choses comme ça, hein, peu importe. Les gens, vous, c'est très clair dans votre tête ce que vous voulez aller, vous maîtrisez absolument votre société, votre boîte. En face de vous, vous avez des gens qui rencontrent d'autres gens comme vous, qui ont plein de bonnes idées, qui se mettent sous une forme de start-up, mais des fois, ils ne voient pas le côté, votre proposition de valeur qui est différente d'autres.
Et c'est là où il vous faut être voilà, bien réfléchir, prendre du recul, dire voilà, je vais pour ça, pour demander ça, et j'essaie d'être le plus clair possible. Il faut vraiment que ça soit, faut que vous arriviez à résumer les choses le plus simplement possible pour que les gens aient bien compris exactement votre besoin. En tout cas, moi, personnellement, et mon collègue aussi, et les autres startupers avec qui j'étais dans les incubateurs, on était les champions du monde pour tourner autour du pot sans jamais demander vraiment ce qu'on voulait et en noyant le poisson en face de la personne de notre interlocuteur. C'est-à-dire qu'à la fin, ils pensent qu'ils nous voyaient très motivés par rapport aux produits qu'on proposait, mais ils n'avaient pas bien identifié ce dont on avait besoin. Et donc, finalement, la porte pouvait se refermer. Alors que là, si vous… D'accord, j'ai bien compris que je ne suis pas dans la biotech, mais par contre, j'ai tel projet sur telle chose, vers qui je dois me tourner. Et là, il y a quand même beaucoup de monde qui peut orienter. Ok, ça marche. Merci. Avec Et plaisir. si, juste une dernière question, et merci beaucoup Nicolas. En ce qui concerne les étudiants, parce que j'en suis à ce stade où, ce que vous avez dit est très juste, les réseaux sociaux, c'est un truc qui est malheureusement crucial de nos jours, ou heureusement, je ne sais pas. C'est super chiant à gérer, surtout quand on n'est pas de la génération TikTok et tous ces trucs-là. Est-ce qu'en cours d'immatriculation, on peut se permettre de commencer enfin, est-ce qu'on a le droit d'avoir des… là, je suis en cours d'immatriculation, donc ça va prendre le temps que ça prendra. Est-ce que je peux dès à présent commencer à chercher un étudiant en alternance ou pas? Alors, là, c'est une question, je ne sais pas. Là, en cours d'immatriculation, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est rédhibitoire. Ouais, Je vais laisser Élise peut-être prendre la main là-dessus. en général, ils demandent quand même à avoir une entité. Cabis. Ok, cool. Ok, ça marche. Merci. Après, il faut regarder les conditions de l'alternance, etc. Mais oui, généralement, on demande à avoir une société. Donc, il dit une société, il dit une structure. Et voilà. Ah, cool. Ok, merci. Après, Thibaut, juste sur l'alternance, qu'il faut bien regarder, c'est le besoin. Je m'explique, il y a des stages aussi. Nous, on a une personne qui est en stage. Et alors, il y en a une qui est en reconversion pro, donc c'est intéressant parce qu'elle va travailler en entreprise pendant 2 jours par semaine pendant 1 an, mais elle ne coûtera pas d'argent, ou très très peu. Donc ça, c'est très intéressant. Elle a besoin de se faire la main sur exactement le produit dont on a et elle a cherché. Donc nous, c'est parfait. Donc nous, elle va produire et comme je disais, hein, ça m'enlève du temps, ça me laisse du temps pour autre chose. Après, nous, on a eu un alternant licence, on a aussi un alternant master 2. Et vraiment, il faut regarder un peu le niveau qu'on veut. Donc, c'est soit un stage, soit une alternance, hein, il faut bien regarder et regarder la période. Typiquement, nous, on avait besoin de faire, on avait des événements qui arrivaient, tous les événements auxquels on a participé, on devait participer en 2020-2021, ont été tous plus ou moins repoussés, etc. Et les salons professionnels auxquels on vont sont là où on arrive à avoir le maximum de contacts qualifiés, donc on ne peut pas se permettre de les louper. Et il se trouvait qu'il y en avait quelques-uns qui étaient en fin d'année, là, juin, juillet. Et comme on dit, hein, les réseaux sociaux, c'est extraordinaire pour ça, pour communiquer maintenant. Et c'est vrai qu'on a pris un community manager qui était en licence et il a fait vraiment un taf parfait pour ça et qui nous a permis d'arriver armé, en tout cas connu sur le salon et c'était exactement ce qu'on cherchait. Donc vraiment, il faut regarder l'objectif qu'on va avoir autour de ça. Et ça, enfin, voilà, c'est le conseil que je peux te donner. Il ne faut pas hésiter à regarder les périodes, à quel moment c'est le plus opportun. Parce qu'il ne faut pas oublier le petit revers à la médaille, c'est que c'est des gens qu'il va falloir quand même s'occuper. Ce pas des gens qu'on met, qui ne sont pas professionnels, ils apprennent. Bien sûr. Et pour apprendre, il faut qu'ils aient un tuteur. Et le tuteur, et des fois, il t'appelle, il te redemande et tout. Et tu as l'impression que toi, tu lui as dit 15 fois que c'était clair. Et en fait, tu te rends compte que ce n'est pas clair. Alors, ce n'est pas un enfant, hein, Ah non, mais c'est les joies du management. et la boîte, il y arrive, il est généraliste. Et dans ta boîte, il va devenir spécialiste. Mais le spécialiste de quelque chose, alors à moins que ce soit un passionné, j'en sais rien, je ne sais pas dans quoi tu fais tu te développes, mais c'est clair qu'il y a un temps. Lui, il va avoir un temps d'apprentissage là-dessus et il faut être vraiment, il faut être voilà, il faut lui dédier. Donc c'est important. Mais après, ça roule bien. Mais il y a un temps. Voilà. Ok, merci. Parfait. Donc du coup, bah oui, voilà, on parlait des salariés, hein, voilà, alternance, salariés. Alors il y a un petit revers à la médaille aussi salarié, c'est que le salarié, vous ne pouvez pas l'accueillir voilà, en visio chez lui. Bonjour, tu es salarié de chez moi, tu n'as pas de matériel, je te donne. Non, ça ne marche pas ça. C'est un peu compliqué. Donc nous, on s'est mis en recherche de locaux. Donc bon, on l'avait budgétisé avec notre business plan, mais bon, c'est toujours pareil, hein, quand on n'a pas le dépensé, on est toujours content, mais à un moment donné, il a fallu qu'on se structure un peu.
Et là, nous, on a eu la chance aussi maintenant d'être passé de l'incubateur à une pépinière. Donc, on a postulé, on fait partie des villages BAICA de Niort qui nous permettent de rassembler pareil, des pépinières des start-upers où on a les mêmes problématiques. Alors, on est lancé, ça y est, on a quelques clients, mais ça permet d'avoir des bureaux pour recevoir du monde. Ça permet aussi d'échanger, de ne pas se retrouver seul, seul chez soi, travailler derrière son ordi et faire des 8h, minuit pour essayer de tout combler. On peut aussi discuter parce que le problème du start-upper, c'est qu'il est souvent isolé. Là, on peut échanger nos problématiques et ça fait du bien de voir. Et puis, des fois, il y a des solutions qui émergent et des fois, il y a de la mutualisation de certaines choses. Ouais, il y a beaucoup d'innovation dans les pépinières par rapport à ça. Et ça c'est bien. Alors, si on n'est pas dans une pépinière, d'aller dans du coworking, ça peut être intéressant parce que ça baisse les coûts. On rencontre des gens. Des fois, on parle d'un problème et c'est quelqu'un d'autre qui apporte la solution parce qu'il est extérieur, il a un œil neuf. Et là où on se prend la tête, lui, il arrive à avoir des choses vraiment intéressantes. C'est pas un besoin nécessaire, mais c'est des choses auxquelles il faut s'y attendre. Alors, il se trouve que nous, on s'y est posé la question un peu plus dès lors qu'on a eu des alternants et des salariés. Donc, il fallait qu'on soit ensemble et qu'on ait un travail d'équipe. Et derrière, cette pépinière a créé vraiment de l'émulation et vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment en tout cas, dans notre développement, est nécessaire et important. Ça, je vous invite vraiment à pouvoir aller dans ce sens-là parce que c'est vraiment très important. Ne restez pas seul. Les incubateurs, s'il y a bien une chose qu'ils vous disent, c'est de vous entourer. Et du coup, j'en profite parce que nous, en évoluant, on est toujours en train de s'interroger sur est-ce que notre solution est la meilleure, est-ce que notre proposition de valeur, on ne peut pas l'améliorer, etc. Maintenant, on s'est dirigé vers des experts. Alors, ce n'est plus les mêmes experts que tout à l'heure qui nous ont aidés à créer notre produit. Maintenant, c'est des experts c'est pour constituer un board. Des experts extérieurs qui sont soit dans d'autres sociétés et qui mettent du temps, qui nous allouent du temps une fois par trimestre. Après, c'est vous qui le mettez. Nous, avec Lionel, on a essayé de constituer des gens qui avaient un profil développeur ou en tout cas directeur sur la partie informatique, profil commercial, qui ont une vision commerciale, directeur financier, un DAF, administratif financier. Et c'est des gens auxquels on dit, voilà, nous, on vous soumet. Ils ne rentrent pas dans le capital de la boîte, mais encore que Élise vous donnera 2-3 informations. Mais en tout cas, ils viennent, on les réunit, on leur paye un beau resto, c'est sympa. Préalablement, on fait une petite réunion et on leur dit voilà nos problématiques, la boîte elle est là aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez, on a pris telle orientation et eux ils arrivent factuellement et ils nous disent et ils posent des questions et leurs conseils sont incroyablement intéressants et vous mettez à nu, c'est sûr, on n'aime pas parler chiffres dans une boîte, on aime dire à tout le monde qu'on a une croissance extraordinaire, etc. Mais on a tous les mêmes problématiques, il y a des moments où c'est un peu creux, c'est difficile, on doute. On fait des choix et on essaye de savoir. Et ces gens-là sont bienveillants. C'est incroyable les gens qui veulent vous aider en fait. En fait, ils ont vraiment à cœur. Alors, il faut s'entourer des bonnes personnes, c'est toujours une tourne, mais c'est dans votre entourage. Vous allez rencontrer plein de gens. Et ce board va vous permettre. Il y a deux aspects. Le premier aspect objectif explicite qui est voilà, j'ai fait des choix, ils me conseillent oui, non. Alors après, eux, ils peuvent vous donner des conseils, vous le respectez ou pas, c'est votre boîte, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir leur vision parce que souvent, ils anticipent. Et puis, le board aussi a un intérêt, si vous avez dans un coin de votre tête de faire une levée de fonds, ça montre que vous êtes structuré et que vous avez vous allez chercher déjà les conseils pour éviter des écueils et vous êtes déjà dans l'anticipation des problèmes. Et ça, c'est quelque chose que vos investisseurs potentiels auront à cœur de trouver intéressant. Et donc, ça sera voilà, se constituer un board au bout de quelques mois, quelques années, et les réunir et vous donner des conseils, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire pour ça. Donc, nous, on l'a fait et ça c'est parti sur la confiance. Maintenant, Élise va vous détailler un petit peu plus. Plusieurs remarques là-dessus, ce qui va me permettre en outre de rebondir sur la question de Simon. Qui nous demandait concernant la recherche d'associés, quelles sont les filières de rencontre d'associés d'un CTO. Alors, plusieurs remarques là-dessus. Par rapport à l'expérience de Nicolas, quand on parle d'un board, la définition est quand même un petit peu importante. Là, c'est des personnes qui sont extérieures à la société, qui vont apporter un service, donc soit parce qu'elles ont les compétences, elles vous connaissent donc de manière bénévole, soit ça va être sous forme de contrat de consultance, soit ça peut être
à terme des salariés de l'entreprise que vous allez salarier, etc., comme on l'a déjà évoqué. Il ne faut pas confondre forcément ces personnes-là, donc qui sont des personnes au sein d'un comité qui vont vous orienter, un comité de conseil, etc., des personnes qui sont membres d'un organe décisionnaire au sein de votre société. Parce que tant en SAS qu'en SA, on peut avoir ce qu'on appelle le conseil d'administration, le conseil de surveillance, etc. Là, c'est vraiment des organes décisionnaires, pour le coup, qui ont un pouvoir de décision au sein de l'entreprise, ce qui n'est pas, sauf erreur de ma part, Nicolas, ce que tu évoquais. Donc, il faut bien faire la part des choses. C'est deux choses complètement différentes. Et ça peut aussi, faut faire attention quand on parle de board, parce que ça peut prêter à confusion quand des investisseurs vous disent nous, on veut une place au comité de surveillance, etc. L'investisseur, il ne va pas regarder ça loin. Par contre, il va vouloir réellement avoir un pouvoir de décision sur certaines choses, ou à tout le moins un droit de veto pour certaines opérations. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Oui, oui. Donc, effectivement, ça, c'est pour la définition, pas confondre les choses. Après, s'entourer d'experts, comme l'a indiqué Nicolas, c'est absolument primordial. Donc, là, pour le coup, d'experts opérationnels. Donc, si vous avez de la chance d'avoir des conseillers, on va dire, qui peuvent prendre du temps bénévolement, etc., pour vous aider à la création de votre structure, c'est encore mieux, ou à son développement. Très souvent, ça passe sinon par la mise en place de contrats, donc définir ce dont vous avez besoin à quel niveau, ou en intégrant la personne quand ça devient nécessaire compte tenu de votre développement. Après, pour répondre à Simon, en fait, ça me permet aussi de différencier deux choses, parce qu'on a beaucoup parlé aussi au cours de cette formation d'associer au capital certaines personnes, donc notamment les salariés, pour les incentiver, etc., pour que ça soit aussi avantageux pour eux. Il faut faire quand même attention, parce que quand on parle de recherche d'associés, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'intuitu personnel. Vous n'allez pas vous associer avec n'importe qui. Notamment pas à un niveau de pourcentage très élevé. Donc, attention quand vous créez ou quand vous développez votre projet, si tout de suite vous perdez 50% du capital parce que vous avez voulu intégrer quelqu'un et finalement vous n'avez pas du tout la même manière de voir les choses, vous ne le connaissiez pas d'avant, etc., ça peut quand même représenter un risque significatif. Donc, je trouve que le terme recherche d'associés, alors je ne sais pas si Simon après pourra élaborer sa question, parce que j'espère pouvoir y répondre. Recherche d'associés, si c'est pour le développement, on va dire, opérationnel de la structure, c'est peut-être pas forcément adapté. S'entourer des bonnes personnes, oui. Après, les associer systématiquement à la structure, il faut quand même être vigilant. Vous n'allez pas forcément associer votre directeur administratif et financier, etc. Enfin, tout dépend des circonstances et de la taille de votre société, mais en tout cas, un associé, c'est quelqu'un qui va porter le projet avec vous. À la base, c'est quand même ça. Après, effectivement, quand on parle d'investisseurs, là, ils deviennent associés, mais c'est plus des associés, on va dire, alors, le terme dormant est mal choisi, c'est-à-dire qu'ils vont apporter une finance assez conséquente, donc c'est en ça qu'ils rentrent au capital. Et pour en revenir aussi aux experts, on a un certain nombre justement, et ça nous permettra de rebondir sur le dernier sujet qu'on voulait évoquer avec vous, faire entrer aussi des investisseurs au capital, ça peut être aussi un moyen de s'entourer d'experts. Il y a un certain nombre de business angels, donc c'est des gens dans tout ce qui est business angel, c'est des entrepreneurs, donc qui ont des disponibilités parce que soit ils avaient des entreprises, ils en ont fait la cession auparavant, etc. Donc ils cherchent à réinvestir ces sommes d'argent-là. Souvent, ils ont une certaine expérience, voire une bonne expérience de la matière, et ça peut être des personnes justement qui vont vous amener des connaissances en termes de gestion, en termes de comptabilité, parce que parfois, il vaut mieux amortir les choses d'une certaine manière, etc. Donc, ce n'est pas non plus négligeable. Ce n'est pas que des investisseurs, ils mettent du pognon et ils regardent chaque année les résultats. Ce n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, vraiment, la recherche d'associés pour monter un projet ou pour en développer un, ça doit quand même correspondre avec des personnes, soit comme toi, Nicolas, où vous étiez deux personnes, vous avez pris le temps aussi de vous connaître avant,
où vous avez une certaine philosophie, tout ça. Bon, ça ne s'invente pas, il faut quand même être vigilant, pas s'associer avec n'importe qui, pas partir dans des directions qui vont être contradictoires ou opposées, et sécuriser les choses. Parce que quand on est plusieurs au sein d'une société, ce qu'il faut absolument faire, et ça, moi, je le recommande à chaque fois, et malgré tout, il y a quand même certaines sociétés qui n'en sont pas dotées, c'est le pacte d'associés. On en a brièvement parlé au tout début de cette session, mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous êtes plusieurs au sein du capital d'une entreprise, il faut absolument sécuriser vos relations par un pacte d'associés. C'est, si vous voulez, une sorte de contrat de mariage qui va régir un peu les droits et les obligations de chacun. C'est indispensable parce que sinon, ça peut vraiment être préjudiciable à la société. Ça peut entraîner des blocages. Si vous êtes 2 associés à 50-50, que vous vous entendez plus, bah, si on ne peut plus prendre une décision au sein de la structure, c'est quand même très mal barré pour la dite structure. Il y a tout ce qui concerne les sorties de capital. Vous ne voulez pas qu'un associé se parte de la société en cédant ses actions à un concurrent. Il y a l'investissement des fondateurs où vous ne voulez pas non plus, quand vous êtes investisseur, rentrer dans l'entreprise et que finalement les associés fondateurs développent un autre projet et s'intéressent un petit peu moins à celui développé par la société initiale. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à considérer. Ça dépend un peu du périmètre de la société, de son projet, etc. Mais en tout cas, c'est indispensable d'en avoir. Et puis, dans le même sens, en fait, d'un point de vue général, moi, je vous invite à écrire tout. C'est long, mais écrire tout. Alors, écrire tout de façon implicite. On se fait des réunions avec mon collègue et puis c'est une sorte de ce qu'on appelle le hard coaching. C'est on y va, on regarde, c'est un interne et on se donne des directions et on se fait des réunions mensuelles. Enfin, on essaye de faire et on a l'impression que c'est une perte de temps, mais non, on écrit des choses et on essaie de garder les axes parce que le problème du start-upper, c'est que souvent, il est un peu tout feu, tout flamme, il part dans tous les sens, mais partir dans tous les sens, ça aide pas. Mais, et puis d'un point de vue un peu plus, allez, on va dire réglementaire, le fait d'écrire, et notamment avec un associé, de se mettre tout par écrit, c'est nécessaire parce on y revient peu ou pas. Et c'est le jour où justement il y a une problématique ou vie familiale qui change, un déménagement, enfin une problématique qui arrive, hein, ça arrive assez souvent et ça nous tombe sur le coin du nez et on a rarement le temps de s'en occuper. C'est là où on peut se référer à ce qu'on a signé, ce qu'on s'est engagé et ça apaise les tensions. C'est vous dire que tous ceux qui sont là, on va tous être des licornes demain côté au CAC 40. Ça serait génial, hein, mais on sait bien que J'espère. ouais, on aimerait bien tous, mais ça, c'est pas aussi simple que ça. Mais en revanche, on est tous passionnés et la passion, des fois, voilà, l'émotionnel vient s'interférer. Il faut vraiment le mettre de côté. Voilà, il faut écrire des choses, il faut se mettre des deadlines, il faut se mettre un cadre et ça permet de se préserver, hein. C'est un moyen de se préserver. Et des gens comme un avocat, votre expert comptable, enfin, tous ces gens qu'on a cités au départ qui sont des éléments qui vont vous accompagner tout au long de la durée de votre vie, de la vie de votre société. Enfin, en tout sont nécessaires, ils sont vos garde-fous aussi, hein. C'est des gens qui ont un regard un petit peu différent, bien qu'ils savent que vous êtes complètement impliqué. Et c'est pas qu'ils vont mettre sur le droit chemin, mais en tout cas, ils vous aident. Et c'est vrai que quand tout à l'heure, je parlais de board, c'est vrai qu'il faut bien distinguer la notion là. Aujourd'hui, moi, je parle de board dans des gens où c'est des connaissances avec qui amicales fortes qui nous ont aidés et qui veulent continuer à nous aider. Donc, c'est génial. Après, c'est vrai qu'on a aussi des gens qui ne sont pas tous philanthropes et qui y voient un intérêt, hein. Ils ont vu le potentiel de notre société. Ils se disent, nous, j'aimerais bien investir chez vous. Et donc, du coup, ils veulent rentrer au capital. Et qui dit au capital, c'est qu'ils vont avoir un droit de regard sur ce qu'on fait. Alors là aussi, il faut être intelligent. C'est sûr qu'il faut qu'il reste minoritaire. Il faut voir le nombre de personnes qui font rentrer. Enfin, voilà, si vous êtes un ou plusieurs associés, il faut que vous gardiez la main. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les conseils ou la vision qu'ils vont vous donner, elle est forcément la meilleure que vous. C'est vraiment, il faut imaginer qu'il faut rester pragmatique. C'est des gens qui vont avoir un regard un peu différent, qui vont vous apporter du conseil. Après, ça sera à vous, hein, c'est vous laissez le mettre à bord et vous allez décider. Mais en tout cas, avec ces informations-là, vous pourrez avoir un regard discriminant et vous assurer que vous êtes dans la bonne direction. Et ces gens-là, finalement, ça peut être un garde-fou indirect là-dessus. Donc, pareil, après, c'est qui vous faites rentrer au sein de votre capital, enfin de votre société. Il faut s'assurer que vous ayez quand même, d'un point de vue, on va dire, oui, il faut que vous ayez une entente professionnelle, mais ça va au-delà de ça, hein.
vous mariez plus ou moins avec ces gens-là. Donc, il faut quand même que vous puissiez vous sentir à l'aise et vous partagiez une même vision, une vision au moins commune sur beaucoup de points, parce que sinon, après, ça risque d'être vite chronophage et énergivore si vous vous entendez pas. Donc là-dessus, ça va être important. Et je vais juste revenir sur la petite question de Simon. Quand on cherchait un CTO, on avait rencontré un CTO avant qu'on ait notre salarié, là, enfin avant qu'on ait notre CTO qu'on a salarié. Et il avait un profil exactement comme le disait Elise, c'est-à-dire que c'était une pointure, très fort, mais on n'avait pas les moyens de le payer. Et donc, on était rentré sur un deal, mais on n'avait pas, enfin voilà, c'était un deal qu'il nous avait proposé. C'était, je viens pendant un an, enfin 12-18 mois dans votre boîte, je rentre dedans et je prends une part de capital, je développe ce que vous avez besoin de développer. Et après, je m'en vais, je revends les parts que j'ai valorisées, quoi. Et voilà, donc ça, c'était une vision. Alors, c'était une solution qui nous alléchait bien, nous, Lionel et moi, parce que ça répondait très vite à notre problématique. Mais après, il y avait d'autres problématiques, c'est-à-dire que comment ça allait se revendre derrière, comment on était engagé, et puis est-ce qu'on était sûr qu'il allait nous fournir la bonne. Donc, on a multiplié les entretiens avec lui pour au final de dire, bah non, non, ça n'allait pas coller. Pourtant, il avait le profil, un temps, il avait une vision, il avait travaillé avec Airbnb et je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc, c'était du solide. Mais au final, on ne l'a pas fait parce que sa vision, voilà, il avait qui n'était pas comme la nôtre. Et il voulait nous imposer une vision qui n'était pas la nôtre et on s'est dit que ça, c'était pas bien. Donc, n'hésitez pas à perdre du temps. Enfin, perdre du temps, c'est quelque part, vous le gagnez. Hein, mais quand vous engagez avec quelqu'un, enfin, à ce niveau-là, il va falloir être prudent là-dessus. Je crois que Simon a une question, je vais essayer d'en voir. Comment on a trouvé notre CTO? C'était à travers notre pépinière. On discutait avec d'autres start-upers et on dit voilà, on a ce problème-là et tout. Il dit ah, mais attends, j'ai rencontré Johan, il s'appelle Johan, qui fait ça, qui est là, etc. Il traînait dans le coin, ça tombait bien, justement, il était plus ou moins en train de rechercher un poste équivalent. Nous avons, et on l'a rencontré comme ça, hein, c'est au gré du hasard, hein, il faut un peu de chance aussi dans ton monde de start-up. Et ça a matché, humainement, ça a matché. Ensuite, on s'est dit, bon, déjà, ça match humainement, il comprend ce qu'on fait. Et après, le fameux board, là, les rencontres amicales qu'on avait, on a dit, nous, on n'est pas compétent sur la. Allez, j'ai dit, moi, je l'appelle mon geek, hein, c'est très gentil, hein, mais sur la version UX, UI, enfin, ils ont un langage, c'est vraiment un autre langage, je ne comprends pas. Moi, je lui dis, moi, je veux ça et je veux que tu me le retraduises. Et sauf que il faut, lui, quand j'ai rencontré, il dit oui, je suis capable de faire tout ça, mais moi, ça ne me parlait pas. Donc, du coup, je suis allé voir un board et j'ai demandé à cette connaissance s'il pouvait faire un entretien avec moi et sur la partie technique. Et là, c'était fantastique parce que pendant une heure, là, ils ont été au cœur du problème. On a soulevé des problématiques, des leviers, des freins. Enfin, on a fait un débrief et voilà, et on a pu vraiment avoir cette vision-là pour pouvoir l'engager et donner satisfaction à ce qu'on attendait. Voilà, donc je suis désolé, je n'ai pas une filière, c'est au gré du réseau local qu'on avait trouvé notre développeur. Mais pour le coup, il ne faut pas Non, il n'est forcément pas associé des salariés. faut pas minimiser ce réseau local parce que ça se fait souvent comme ça quand même via l'écosystème. Donc justement avec soit vos interlocuteurs, votre expert comptable, etc. Parce qu'on peut aussi, nous en qualité d'experts, relayer ces demandes-là. On a des clients qui cherchent des DAF, etc. Ça permet de relayer ces demandes. Donc, voilà, faire partie d'un écosystème, c'est quand même bien pour ça, pour avoir accès à ce type d'informations qui dépendent du réseau, quoi. C'est aussi le réseau. Et sinon, il y a les voies communes, mais que vous connaissez, hein, d'annonces, etc., mais qui sont peut-être un petit peu moins pertinentes. C'est toujours bien d'avoir des recommandations, comme toi, tu as pu l'avoir, Nicolas, au sein de la pépinière. Et puis, il y a une autre petite chose, hein. Nous, on a réussi à ce qu'il soit salarié. Et donc, forcément, il a un salaire. Nous, on n'a pas pour l'instant. Et il a un salaire qui lui convient. Et on est très content. Et c'est parfait. Mais en fait, nous aussi, notre culture et nous, ce qu'on voit avec les gens qui travaillent avec nous, c'est que bien salariés, ils sont quand même, si on a des clients, c'est parce que aussi, eux, ils ont travaillé convenablement là-dessus et qu'ils ont peut-être développé des choses pour un client particulier. Et si ce client reprend du service chez nous et donc ça augmente
les ventes, etc. À la fin de l'année, nous, on redistribue une partie. Alors, on a convenu avec eux, et ça, enfin, ils ont une sorte d'intéressement indirect à la croissance de la boîte, en fait, hein. C'est des gens, et puis on leur a complètement mis que cette personne-là, nous, demain, on espère bien recruter un deuxième, voire un troisième développeur. Et c'est cette personne-là qui était à l'origine du projet. Bah, lui, il aura forcément hiérarchiquement, il montera, hein, c'est lui qui va driver un petit peu tout ça, comme aujourd'hui notre community manager qui est un alternant et qui est en master 2 et qui on espère, va pouvoir finaliser tout ça. Puis après, on lui propose un CDI. Voilà, c'est des gens qui vont chapeauter, hein, et qui, par leur investissement de base, derrière, c'est des choses où on s'est engagé, hein. C'est pas à leur montrer une perspective d'avenir là-dessus. On a une ingénieure pédagogique, voilà, qui est passée, qui est un CDI, là, qui a travaillé 1 an avec nous et maintenant qui a un CDI dès septembre. On va être dans la même optique, hein. C'est vraiment des gens qui vont venir nous aider là-dessus. Et cet ingénieur pédagogique, je rebondis, parce qu'on fait un peu disruptif, mais ce n'est pas très grave. Mais voilà, on a aussi une aide là, pour répondre à Thibaut, où on va avoir la moitié de son salaire chargé qui va être pris en charge pendant 1 an. Et ça, c'est incroyablement confortable pour nous, quoi. C'est en fait ce qu'on appelle un emploi clé, un poste clé chez nous. Sans elle, bah, c'est compliqué de pouvoir proposer nos services de la meilleure des façons possibles. Donc, on va avoir cette aide-là qui va nous permettre de prendre la moitié de son salaire chargé. Et donc, on a pu négocier un salaire convenable, enfin, en tout cas, au regard de ses attentes, pour pouvoir l'embaucher. Donc, ça, c'est top. Donc, oui, aller chercher il y a des aides, comme le disait Élise, hein, des subventions, et gratter, aller demander si vous toquez à une porte, ce n'est pas la bonne, demandez où il faut s'adresser. Et vous allez pouvoir trouver, quoi. Et puis, ouais, enfin, en tout cas, il ne faut pas hésiter. Ouais, juste, je me permets encore une fois. Et quelle est la rapidité de libération de ces aides? Et merci Rita pour ton mail. Mais quel est je suis enfin, je pense que tout le monde l'est, mais je suis assez pressé de démarrer, moi, et j'ai pas envie d'être. Je sais que voilà, c'est du 6 mois, 1 an. Oui, il faut le déblocage des fonds. Là, tout à l'heure, je t'ai parlé 20 000 euros. Là, on l'a fait en 2 fois, hein, c'est 14 000 plus 6 000. En fait, on a eu un déblocage rapide quand on avait fait toutes les choses au bout de 2 mois, mais au bout d'un trimestre, 3 mois. Donc là, c'était relativement. Mais après, les 6 000 euros, on va les toucher que là, que maintenant, hein. C'est que on nous avait dit début juillet, mais il a fallu qu'on remplisse encore des tas de papiers, des échanges, des certifications. Et là, on est au mois d'août et je sais que ça tombera qu'en septembre. Donc, il y a quand même toujours un delta. C'est relativement rapide, sauf que quand on en est dedans, c'est pas au bout de 3 jours, en fait, hein. Il y a Il des ne faut prêts. pas compter dessus pour avancer, enfin, dans le C'est sens ce que où, disait Julien. C'est pas que votre développement dépende de ces aides-là, quoi. Si Ouais. c'est un coup de pouce, ça ne doit pas être la source de financement principale Le client, hein, de votre société, hein. Ouais. C'est votre client. Et d'ailleurs, il ne faut rien bâtir là-dessus. Enfin, nous, et pour aller, enfin, pour aller un tout petit peu plus loin et pour que tu comprennes aussi, Thibaut, on a eu un prêt d'honneur, donc il nous a débloqué 60 000 euros, et on nous a même carrément tout de suite proposé un autre prêt, la BPI, de 80 000 euros, encore derrière, pour encore augmenter, pour justement avoir un peu plus de solidité financière pour aller faire une levée de fonds, etc. Donc là, nous, c'est là où on s'est commencé à prendre du recul. Et ce n'est pas dans cette structuration-là qu'on veut le faire. Ce n'est pas qu'on n'en a pas besoin, mais ce n'est pas là-dessus qu'on veut asseoir notre solidité financière. Ouais, carrément. Mais c'est tentant, c'est très tentant dans une période qu'on a traversée et où tu y mets tes tripes et ta passion et que tu y crois et que d'autres gens y croient. Mais aujourd'hui, un start-upper, enfin, nous, on l'a dit, hein, c'est pas celui qui a le meilleur produit, hein, c'est celui qui sera le plus endurant et résistant. Dans le temps, je parle. Et résistant mentalement, il faut y croire. Tant que tu y crois, ça va. Mais il ne faut pas non plus se perdre dans l'émotionnel, comme je disais tout à l'heure. Il faut juste être sûr de son produit. Maintenant, il y a une part de chance, qu'on le veuille ou non, il y a quand même une part de chance. On a d'autres collègues, on suit nos aventures de loin. Il y en a qui ont déjà bâché, c'est fini, parce que la période n'était pas favorable et parce qu'ils n'ont pas eu les clients en temps et en heure. C'est la vie d'une société, il faut le savoir aussi. Mais regardons plutôt le côté positif. Il y a des aides, il y en a, il ne faut pas hésiter à aller chercher. Mais ces aides-là vont tomber de façon indirecte. Il faut vraiment se concentrer sur le client. Enfin, voilà, ce qui va te donner de ton cash money, il faut faire des victoires rapides, peut-être pas élevées, mais victoires rapides. Vendre ton service, vendre ton produit. Et ça fait du bien. Et ça déclenche tout un tas de petites choses.
Ça ne sert à rien d'aller chercher le client qui va te ramener 500 000 euros d'un seul coup parce que c'est le gros client et le gros produit. Il vaut mieux aller taper petit, mais consolider tout ça. Ouais. Okay. Merci. Du coup, nous, on a fait avec Élise, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Élise. Alors, juste rapidement, peut-être Nicolas, parce que c'est vrai qu'on a parlé levée de fonds, etc. Donc, juste pour donner un petit peu des brises là-dessus, c'est également une opération, une levée de fonds qui se prépare. C'est-à-dire, vous ne créez pas votre société en vous disant, bon, dans 3 mois, je lève des fonds. Donc, ça, c'est, voilà. Il faut qu'il y ait déjà eu une certaine, on va dire, antériorité. Donc, si vous voulez, il y a une ligne de temps quand même au tout début où quand on est dans la recherche de capitaux, ça va être plus de l'apport familial, des capitaux, des amis, etc. Donc, ce qu'on appelle un petit peu la love money. Parce qu'au tout début de votre projet, vous n'avez pas encore fait une preuve de concept suffisante pour pouvoir intéresser soit des business angels, soit des fonds plus structurés. Au fur et à mesure de l'évolution de la société, vous allez avoir arrêté un premier bilan, etc. Vous avez un business plan qui se dessine de manière plus précise ou qui s'affine, etc. Là, si vous allez pouvoir contacter d'autres personnes, donc d'abord peut-être des business angels, etc., des fonds d'amorçage, mais dans un premier temps en étant dans la phase de ce qu'on appelle capital risque. Ce qu'il faut bien savoir pour qu'une levée de fonds aille au bout, c'est qu'elle s'anticipe et elle se prépare bien en amont. C'est-à-dire quand vous avez besoin de cash, si vous n'avez pas anticipé, ce sera déjà trop tard en fait. N'attendez pas d'être en cash burn pour dire là je vais avoir besoin de lever des fonds parce que le process, alors c'est plus ou moins rapide en fonction de la qualité de votre dossier, etc. Mais ça prend un certain temps et en général, c'est quand même minimum 6 mois dans le temps. Donc, c'est la moitié d'une année, c'est pas complètement négligeable. Il y a la préparation de la documentation en amont qui est évidemment essentielle. Donc, est-ce que vous avez la bonne forme sociale? Est-ce que la répartition capitalistique et vous êtes confortable avec? Enfin, voilà, solliciter un certain nombre de documents. Il y aura la production de ce qu'on appelle le business plan qui est fondamental pour pouvoir se projeter pour les fonds ou même pour les business angels. Vous allez avoir le ciblage des investisseurs, la prise de rendez-vous. Faut pouvoir savoir vendre votre projet, savoir vendre le BP. Donc, parce que des BP, autant vous dire que c'est pareil. Hein, il peut y en avoir avant d'aller trouver les investisseurs, 10 versions différentes à tout le moins. Il y a parfois des pitchs, donc c'est pareil, il faut pouvoir se préparer parce que en définitive, actuellement, il y a quand même pas mal de startups ou d'entreprises qui sont en demande de fonds, en tout cas. Et du coup, c'est vrai que les investisseurs il y a des dossiers qui ne passeront pas, mais sont quand même sélectifs dans ce qu'ils prennent parce que l'investissement est de toute façon risqué pour eux. Donc, il y a tout ce qui est rencontres, etc. Et après, il y a tout ce qui est la définition des termes, on va dire, de l'investissement. Donc, quelle va être la valorisation retenue de la société? Ça, c'est hyper important parce que de la valorisation découle aussi la dilution des fondateurs, puisque avec une somme d'argent, finalement, les investisseurs vont avoir plus ou moins de pourcentage du capital social. Il y a tout ce qui est négociation de la documentation juridique, dont le pacte d'associés, puisque même si vous en avez un en amont avec vos associés, il devra être refondu, parce qu'avec un pacte, avec l'entrée d'investisseurs au capital, il y aura certaines clauses qui devront forcément y être. Est-ce qu'ils vont vouloir avoir une place, justement, on l'évoquait tout à l'heure, un comité stratégique ou pas? Tout ça doit bien se préparer bien en amont de votre besoin de financement. Donc ça, c'est aussi quelque chose où il faut garder une certaine ligne de temps en tête par rapport à votre prévisionnel. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi bien être accompagné, parce que le jour où vous avez besoin de cet argent-là pour vous développer, si vous n'avez pas anticipé, ce sera compliqué. Je ne sais pas si ça suscite des questions par rapport à ça. Si. Ou de manière plus générale. Hein. Oui, moi, Sylvain, bonjour à tous. Je vais essayer aussi de mettre la vidéo plus
ça fonctionne. Oui, bonjour. Oui, je voulais savoir justement qui peut nous conseiller de façon neutre sur comment, au niveau de la répartition des parts, comment associer à l'associé. Parce que quand c'est notre première entreprise, j'ai aucune idée de Bah, qu'est-ce que ça représente en fait. en fait, alors tout dépend un petit peu aussi de votre projet. Là, vous êtes seul porteur du projet, vous êtes Oui. plusieurs? Pour l'instant, je suis tout seul en fait. Et donc justement, l'idée D'accord. serait de Donc, savoir, comme le projet est déjà bien avancé, j'ai déjà une démo, je voudrais pouvoir intégrer quelqu'un, mais sans non plus. alors, attention, intégrer quelqu'un, vous pouvez parfaitement intégrer des experts à votre société. Ça peut être, comme on l'indiquait, sous forme contractuelle, donc avec des contrats de consultants, un contrat de travail, etc. C'est pas forcément, vous intégrez pas forcément quelqu'un en tant qu'associé. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les associés, il faut quand même se choisir, se connaître, bien s'entendre, avoir la même vision, les mêmes projets, le même développement, etc. Faites pas ça non Oui, plus elle va vite. sans être en phase avec ces principes-là. Donc, vous pouvez parfaitement intégrer des experts à la structure sans les associer au capital. Après, quand on s'associe avec une personne, c'est qu'il va avoir un certain apport. Donc, par exemple, vous avez besoin d'une compétence, on va dire, particulière. La personne souhaite s'intégrer à la société et vous, il vous faut obligatoirement cette personne-là. Vous ne pourrez pas, sinon ça va être préjudiciable à la société si vous n'avez pas cette personne-là. Et vous ne pouvez pas typiquement passer par un contrat de travail, etc. Donc là, si vous avez le même projet, si tout concorde et si c'est réellement une brique qui vous permet d'avancer dans votre société, là se pose la question effectivement de l'intégrer. Après, à quel niveau, j'ai envie de vous dire, tout dépend de ce qu'il apporte. En fait, si vous êtes associé à 50-50, c'est qu'il apportera la moitié à la société par rapport à ce que vous pourrez apporter. Ça peut être aussi financièrement, vous, par rapport à ce que vous avez apporté, soit intellectuellement, soit parce que ça fait 2 ans que vous développez le projet, ça fait 2 ans du coup que vous êtes évidemment pas rémunéré, que vous avez vécu sur vos deniers personnels, etc. Ça se monétise aussi, ça, votre apport, à combien il est évalué, etc. Donc, il y a un aspect financier, mais attention, il y a surtout un aspect quand même de l'intuitu personnel. Enfin, un associé, il faut vraiment que ça soit quelqu'un comme toi, Nicolas, qui développe le projet avec une personne qui porte le projet de la même façon, où vous êtes complémentaires, etc. Il ne faut pas non plus s'associer avec n'importe qui. Vous pouvez vous adjoindre les compétences d'expert, mais dans ce cas-là, peut-être différemment. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et vous pouvez aussi rester à 100% seul associé de votre structure. Hein. C'est au contraire. C'est difficile aussi. Oui, après, prendre des décisions en discutant avec soi-même, c'est toujours compliqué. Non, c'est plus aussi pour m'aider aussi moralement aussi à savoir à quel moment on fait quoi, avoir des vraies discussions, d'avoir d'une personne qui soit vraiment en prise avec la société en fait. Surtout que j'ai pas forcément, il manque toute une partie de compétences pour pouvoir vraiment porter à bien cette société. Donc, ça peut avoir du sens du coup si vous manque cette partie-là, de trouver la bonne personne avec laquelle, qui vous apportera cette brique à l'édifice et avec laquelle vous allez partager suffisamment pour justement développer ce projet-là. Mais il faut faire attention. En tout cas, s'associer avec une personne, ça peut être aidant, mais ça peut être également un frein si jamais il y a des visions complètement différentes ou des dissensions. C'est en ça où je vous disais, on ne s'associe pas avec n'importe qui. Il faut que ça vous apporte. Ça peut se faire par la suite, éventuellement. C'est-à-dire d'abord commencer tout seul et puis… mais complètement. Vous pouvez absolument créer votre société unipersonnelle. Donc, c'est une SASU ou une URL suivant la forme. Et après, vous associez des gens par augmentation de capital à votre société. Pour rebondir sur ce que dit Élise, et ce que tu as remarqué, Sylvain, c'est moi, Lionel et moi, c'est exactement ce qu'on a fait. Hein. On avait chacun nos entités propres là. Et puis après, on a cheminé ensemble sur un projet commun, en fait. Hein. Il se trouvait qu'on avait la même idée, on voulait le faire tout seul.
Et on s'est croisés au gré de rencontres professionnelles et puis ça a matché, quoi. Mais par contre, pour avancer, au départ, on a besoin d'avancer vite, mine de rien. Puis quand tu es dans ton projet, ça écrit, ça structure. Et c'est vrai que quelqu'un qui intègre juste pour intégrer, qui a une idée, mais de loin, c'est énergie, tu vas perdre ton temps, quoi. Il faut vraiment que tu aies quelqu'un Je comprends les décisions, hein. Merde, je vais dans la bonne direction, oui, non, etc. Mais il ne faut pas hésiter, si tu as déjà des clients ou des bêta. Nous, on avait des clients, on avait notre solution et on avait un début de solution. On avait, c'est un prototype, hein, on a notre proto, regardez, mais ce n'était pas vendable en tant que tel. Donc, on a été voir des clients qu'on avait existants ou en tout cas des relations ou des clients qui étaient en devenir. On a dit, nous, on vous fait rien payer, on veut juste vous prendre un peu de temps et vous tester ça. Et vous nous faites un retour. Et on les interviewait et tout là-dessus, et ils nous donnaient le pour, le contre, mais c'était magique, hein. On s'est fait ça pendant 2 mois, et tes orientations ou tes doutes, ils sont levés, hein. Là où toi, tu es persuadé que c'est là la solution, il faut aller là-dedans, et ils t'expliquent tous qu'il ne faut pas faire ça parce que c'est pas ce que j'attends. Toi, tu es à fond sur le design, et ils disent non, moi, je m'en fous du design, de toute façon, vu ce qu'on va en faire, nous, on veut que ça soit, ça aille vite quand je clique sur le bouton. Enfin, je dis n'importe quoi, mais ça peut être. Là, tu te rends compte que tu sais où il faut mettre ton énergie et ton argent, ou ton développement, ou ta ressource, bref, enfin, ça te donne vraiment de très belles indications. Et ceux qui te donneront les meilleures indications sont ton marché. Donc, faut que tu ailles taper aux portes d'un marché. Et c'est marrant parce que, en fait, ça leur plaît bien, et après, ils te demandent où tu en es. C'est eux qui reviennent te solliciter. Parce que tu leur as mis la puce à l'oreille, dis, et au fait, ça en est où? Ça aboutit là? Parce que bon, on pourrait peut-être aller un peu plus loin. Et après, ils veulent faire des POC. POC, c'est voilà, on le met en place, on ne paye rien, mais enfin, c'est un espèce de pilote avant qu'on achète votre solution. C'est comme ça que ça se construit, hein. Surtout quand tu es tout seul, c'est pas mal. Bon, même quand tu as plusieurs d'ailleurs. D'accord. Effectivement. Sylvain, si je peux me permettre, j'ai regardé ce que tu fais. D'une, je trouve ça génialissime. Et de deux, je suis passé par. Ouais, non, ça a l'air vraiment cool. Je suis passé par là. J'ai passé, moi, littéralement les 9 derniers mois de ma vie à vouloir monter un projet, à monter une équipe, à être seul, à monter une équipe qui s'est démotivée parce qu'elle ne comprenait pas que ça prend du temps. C'était des étudiants, ce qui est normal, ils n'ont pas autre chose à foutre qu'attendre. Là, je remonte une autre équipe, pareil, enfin bref. La solitude, en fait, c'est un truc qui est assez effarant, quoi. Tu as la tête dans le guidon dans le projet. Si je peux te donner juste enfin, c'est pas un conseil parce que je suis personne pour le faire, mais c'est dans ce genre de truc, en fait, moi, que j'ai fait des amitiés et puis s'entourer, sans forcément filer des parts pour autant, mais être dans des réseaux d'entrepreneurs. Te fais pas arnaquer à payer des réseaux. C'est juste un conseil. Moi, au début, j'ai payé pour intégrer un réseau d'entrepreneurs. C'était une connerie sans nom. Parce qu'en fait, les meilleurs réseaux, c'est ceux que tu ne payes pas. Et c'est crée-toi un réseau, quoi. Mets le paquet, tu utilises tous les. Ça peut paraître con, j'utilise Clubhouse alors que c'est en perte de vitesse, mais tu as beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs sur Clubhouse. Tu peux parler. Ça aide énormément. Ça peut paraître très con. Et tu peux parler à des mecs qui sont dans ta situation. Il y en a plein qui vont pitcher leurs idées. Tu les écoutes, tu les contactes en aparté. Et déjà, ça te décharge, quoi. Moi, je sais que j'ai des potes avec qui ils n'ont pas de part, ils n'ont rien. On se mentor les uns les autres. Et on vit la même merde. Et c'est génial. Et voilà, en plus, c'est des amitiés sur du long terme, si jamais on réussit un jour. Bref. Oui, bah oui. Ça. Et après, par contre, j'ai une petite question, Élise, sur la répartition du capital. Et un autre truc, je ne sais pas, Sylvain, si tu connais la librairie du Y Combinator. C'est plutôt, si tu parles anglais, c'est génialissime. Je t'ajouterai sur LinkedIn, je te ferai passer ça. Ça marche, merci. C'est une librairie gratuite de conseils avec une valeur gigantesque sur comment monter une boîte. C'est le meilleur incubateur au monde, c'est autre chose que les technopoles françaises. Bref, désolé pour eux. Bref, donc je t'enverrai le lien. Petite question justement sur cette librairie du Y Combinator qui a quand même lancé les plus grands géants de la tech au monde. Je suis tombé sur une vidéo qui m'a fait beaucoup réfléchir sur la répartition du capital, et l'un des intervenants dit clairement que répartir le capital, la façon idéale de le faire, c'est à part égale, quand il y a plusieurs associés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je suis en train de m'arracher les cheveux de la tête pour savoir... Sincèrement, il n'y a pas de règle en la matière, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Dans mon portefeuille de clients, j'ai tout, même après 2 tours de table, j'ai certains fondateurs,
qui ont juste conservé la minorité de blocage, mais on est sur des valorisations à plusieurs millions d'euros avec 2 chiffres devant. Donc, ce n'est pas forcément un souci en soi. Ça dépend ce qu'on cherche. Ce qui est sûr, c'est qu'au départ, il faut quand même éviter une trop grande dilution pour rester maître à bord. Et après, quand on est plusieurs dans le bateau, donc plusieurs, on va dire, associés fondateurs, donc là, je parle réellement d'associés fondateurs comme toi, Nicolas, et ton associé, donc à différencier des investisseurs qui, eux, vont plus avoir un apport, on va dire, capitalistique et financier par la suite. Tout dépend de ce que chacun apporte et tout dépend de comment chacun s'investit. S'il y en a un qui passe H24 et qui dédie l'intégralité de son activité à la structure, alors qu'un autre n'apporte qu'une pierre à l'édifice et qui est ponctuellement présent ou qui va juste donner un conseil ou autre, indépendamment de l'apport financier que chacun peut mettre, il faut quand même s'interroger sur l'apport à l'entreprise en qualité de fondateur. Ouais, est-ce que vous connaissez Il n'y a vraiment pas de... c'est pas de difficile formule de magique, distinguer une règle en la matière quand vous avez des formations qui vous disent la meilleure répartition, c'est 50-50. Moi, je peux vous apporter la preuve que dans certains cas, c'est même très préjudiciable parce que dans certains cas où on se retrouve à 50-50, où rien n'a été prévu et où on a des divergences de point de vue ou de prise de position pour emmener le projet vers telle direction ou telle direction, c'est même assez délétère. Donc, en fait, vraiment, ça dépend. Ça dépend de chaque circonstance. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur la répartition de capital ex nihilo. Là, créez d'abord votre structure. Vous êtes à 100%. Et après, si vous avez besoin de vous adjoindre des compétences, faudra voir à ce moment précis quelle est la valeur de cette compétence, comment va s'investir le futur associé dans l'entreprise. Et du coup, il en découlera forcément une répartition du capital qui sera tel ou tel pourcentage. J'ai déjà, en fait, on est 5. J'ai trouvé tous les associés qu'il faut. C'est des profils assez costauds, avocats, enfin bref, des gros profils, le genre de mecs qui sont payés 15 000 balles par mois que je ne peux évidemment pas payer. Bref, mais donc j'en suis à ce petit stade-là. J'ai trouvé, moi, dans le... Bref, un ami m'a fait passer un truc c'est d'HEC, c'est une grille de calcul sur Excel qui permet, c'est une cap table qui permet en fonction des rôles de chacun de faire des pourcentages de calculer ça en automatique. Je trouve ça un peu arbitraire. Hein. La meilleure répartition, Thibaut, c'est réellement celle qui va convenir à votre société. Partez pas sur des tables de capi arbitraires. Vous allez mettre pour telle fonction tel pourcentage. C'est complètement arbitraire. Ça va correspondre peut-être à une société, mais pas à une autre. Tout dépend, réellement, tout dépend de la structure, tout dépend de votre projet, tout dépend. Vous avez des structures qui reposent sur de la tech. Celui qui va être au cœur du moteur, le fondateur, sans lui, la boîte, elle s'écroule. Il faut identifier aussi les hommes clés d'une entreprise, et c'est ce que font les investisseurs quand ils mettent au capital. Les hommes clés, c'est ceux qui portent le projet et sans lequel ce projet n'est pas viable, ou si demain ces personnes-là partent de l'entreprise, l'entreprise n'a plus aucune valeur. Ça, c'est un bon indicateur. Mais des indicateurs chiffrés sur un tableau Excel arbitrairement, je suis assez... Je questionne un petit peu la valeur de tels agrégats. Pareil. Bon, je passerai vous voir d'ici peu, je pense. Bref. Ça marche, merci. Je crois qu'on arrive à la fin de cet atelier. Nicolas, Élise, est-ce que vous voulez avoir un mot de la fin? En tout cas, moi, je me suis permis d'aller voir un peu vos profils sur LinkedIn à droite à gauche, donc c'était plutôt les uns les autres. Ce qui est chouette, c'est que vous avez, tout le monde a des envies. Ça, il faut garder cette envie. Ça, on ne peut pas vous l'enlever, que vous soyez associé ou que vous soyez seul, vous ayez d'autres. Gardez confiance en vous. Si vous avez eu l'idée, et que je pense que vous avez été revoir et qu'il y en a, en tout cas, votre idée est bonne,
Maintenant, c'est au gré de rencontres que vous allez faire et il y en aura, ça c'est sûr. On va dire qu'on va pouvoir se rencontrer physiquement, ça va être bien, on va retrouver un peu la vie d'avant. Et surtout gardez le moral. Dites-vous que les choses se mettent en place plus ou moins avec du temps. Mais sachez juste vous entourer, ou en tout cas, n'allez pas chercher exclusivement une personne pour pouvoir s'entourer coûte que coûte. Mais il est certain que d'être entouré, eh bien, c'est quand même bien mieux d'un point de vue plus réglementaire ou amical ou technique, peu importe. Mais voilà, il faut essayer d'avoir ce sens critique et de faire la part des choses, même quand vous avez le sentiment que c'est pressé, comme vous avez l'impression que c'est pour demain et que si vous ne le faites pas aujourd'hui, on vous piquera l'idée demain. Restez posé, ayez la tête froide. Si vous avez l'idée et s'il y a de la concurrence, c'est-à-dire qu'il y a un marché. Donc, il y a toutes les raisons que ça fonctionne. Donc, on garde espoir, on tient bon et ça va le faire. Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt, j'espère. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn si vous voulez voir les nouvelles infos ou les nouveaux événements à venir de la French Tech Atlantic Valley ou du SPN. Et à bientôt.